Sophie avait 12 ans quand sa vie bascula. La porte de la maison familiale claqua derrière elle avec une violence qui résonna comme un coup de tonnerre. Et elle se retrouva seule sur le trottoir pluvieux de Lyon. Un sac à dos rempli de vêtements froissés et de larmes refoulées. Sa mère, les yeux rougis par la rage et la déception, avait hurlé « Tu n'es plus ma fille », après avoir surpris Sophie en train d'embrasser sa meilleure amie lors d'une soirée pyjama innocente. Ce baiser, timide et exploratoire, avait scellé son sort dans une famille conservatrice où l'homosexualité était synonyme de péché impardonnable. Les rues de Lyon devinrent son nouveau foyer. Sophie erra pendant des jours, évitant les regards des passants, dormant dans des parcs ou sous des ponts, mendiant pour un morceau de pain. La faim et le froid la rongeaient, mais c'était la solitude qui la dévorait le plus. Elle repensait sans cesse à ce baiser, à la chaleur fugitive qu'il avait apportée, contrastant avec le vide glacial qui l'entourait maintenant. Était-ce vraiment mal? Sa famille le croyait. La société le murmurait. Et même l'église qu'elle fréquentait autrefois le condamnait. Pourtant, au fond d'elle, Sophie sentait que c'était simplement qui elle était. Une nuit, alors qu'elle était recroquevillée sur un banc du parc de la Tête d'Or, tremblante sous une couverture déchirée, une femme s'approcha. Élégante, dans un manteau de fourrure et des escarpins qui claquaient sur le gravier, elle s'arrêta net en voyant la petite silhouette. « Mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais là? Enfant? » demanda-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. Sophie leva les yeux, terrifiée. Mais quelque chose dans le regard de cet inconnu, une compassion mêlée à une force inébranlable, la fit parler. Elle raconta tout, le rejet, la raison, les nuits interminables. La femme s'appelait Camille Duval, une millionnaire autodidacte qui avait bâti un empire dans l'immobilier parisien. À 40 ans, elle était connue pour sa philanthropie discrète, aidant souvent les jeunes en détresse. Mais ce soir-là, quelque chose en Sophie la toucha profondément. Peut-être parce que Camille avait elle-même connu le rejet familial pour des raisons similaires, bien qu'elle n'en parlât jamais. Elle prit Sophie sous son aile, l'emmena chez elle à Paris, et engagea des avocats pour obtenir la garde temporaire. « Tu n'es plus seule ?» murmura Camille en l'abordant ce premier soir dans une chambre luxueuse. Les mois suivants furent un tourbillon. Sophie fut inscrite dans une école privée, reçut des cours particuliers pour rattraper son retard, et apprit les manières de la haute société. Camille, célibataire et sans enfant, devint une figure maternelle protectrice. Mais au fil du temps, Sophie remarqua des détails troublants, les regards prolongés de Camille sur des femmes dans les soirées, les appels téléphoniques discrets avec d'anciennes amantes, et une tristesse cachée derrière son sourire impeccable. Camille était lesbienne, comme elle. Mais elle vivait dans le secret, masquant son identité pour préserver son empire. À 15 ans, Sophie commença à questionner cette double vie. « Pourquoi tu te caches ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'elle dînait dans l'appartement haussmannien surplombant la Seine. Camille posa sa fourchette, son visage se durcissant. « Parce que le monde n'est pas prêt. Sophie. Les affaires. La société. Tout peut s'effondrer en un instant. Regarde ce qui t'est arrivé à toi. » Sophie sentit une pointe de trahison. Camille l'avait sauvée. Mais elle refusait d'affronter la même vérité qu'elle imposait à Sophie de cacher. « Je ne veux pas me cacher éternellement, » répliqua Sophie, les larmes aux yeux.
Le conflit s'intensifia quand Sophie rencontra Émilie à l'école. Émilie. Une fille de 16 ans aux cheveux courts et au rire contagieux, devint son premier amour véritable. Elle se voyait en secret, échangeant des notes et des baisers volés dans les couloirs. Mais Camille découvrit tout par accident, en fouillant le journal de Sophie. La confrontation fut explosive. « Tu vas tout gâcher », cria Camille, arrachant le journal des mains de Sophie. « Pense à ton avenir, à ce que j'ai construit pour toi. » Sophie, blessée, riposta. « Et toi? Tu vis dans le mensonge. » Cette nuit-là, Sophie fugua, emportant avec elle le poids de la gratitude et de la rancœur. Elle erra à nouveau dans Paris, dormant chez des amis d'Émilie. Mais la réalité la rattrapa, sans Camille. Elle n'avait rien. Émilie, issue d'une famille modeste, ne pouvait l'aider longtemps. Sophie réalisa que son choix impliquait un sacrifice, la liberté contre la sécurité. Elle rentra, tête basse, promettant de rompre avec Émilie. Mais au fond, la graine de la rébellion était plantée. Les années passèrent. À 18 ans, Sophie intégra l'université à la Sorbonne, étudiant la littérature, un domaine où elle pouvait explorer ses émotions refoulées. Camille, fière mais vigilante, finança tout. Pourtant, les tensions persistaient. Sophie voyait Camille sortir avec des hommes pour les apparences, assistant à des galas où elle jouait la femme hétérosexuelle parfaite. Cela la rongeait. Comment pouvait-elle admirer quelqu'un qui trahissait sa propre identité? Un jour, lors d'une soirée caritative, Sophie croisa le regard d'une femme nommée Laura, une activiste LGBT de 25 ans. Belle et charismatique avec ses tatouages discrets et son assurance. Laura militait ouvertement pour les droits des homosexuels, organisant des manifestations contre les discriminations. Elles discutèrent toute la nuit, et Sophie sentit une connexion immédiate. Pour la première fois depuis Émilie, elle se sentait comprise. Mais Camille, observant de loin, intervint. « Éloigne-toi d'elle », ordonna-t-elle plus tard. « Elle est dangereuse pour toi. » Sophie, furieuse, confronta Camille, dangereuse parce qu'elle est fière de qui elle est. Contrairement à toi. La dispute dégénéra en cris, révélant des secrets enfouis. Camille avoua enfin son passé, rejetée par sa famille à 20 ans pour une relation lesbienne. Elle avait choisi la richesse au prix de son authenticité. « J'ai fait des sacrifices pour survivre », dit-elle, les larmes coulant. Sophie, émue mais résolue, répondit, « Et moi? Je refuse de survivre en mentant. » Ce fut le début d'une fracture profonde. Sophie commença à fréquenter Laura en secret, participant à des réunions militantes. Elle découvrit un monde où l'amour n'était pas un tabou, mais une force. Pourtant, la culpabilité la hantait. Camille l'avait sauvée, élevée comme une fille. Trahir sa confiance était une douleur constante. Les rendez-vous avec Laura devinrent le refuge de Sophie. Dans un petit café du Marais, elle parlait pendant des heures de leurs rêves, de leurs peurs. Laura, avec son énergie contagieuse, encourageait Sophie à s'affirmer. « Tu n'as pas à te cacher pour plaire aux autres », disait-elle en tenant la main de Sophie sous la table. À 20 ans, Sophie vivait enfin une romance authentique, loin des contraintes imposées par Camille.
Mais la double vie pesait lourd. À la maison, Sophie feignait l'indifférence. Étudiant tard pour éviter les dîners tendus. Camille, sentant le changement, devint plus possessive. Elle organisa des voyages, des stages dans ses entreprises. Tout pour garder Sophie près d'elle. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, insistait-elle. Sophie, rongée par la guilt, se taisait. Mais chaque mensonge creusait un fossé. Un soir, lors d'une manifestation pour le mariage pour tous, Sophie et Laura se tinrent la main publiquement. Les caméras flashèrent. Et une photo d'elle fit la une d'un journal local. Camille, en voyant l'article, explosa. Elle confronta Sophie dans le salon, brandissant le journal comme une arme. Comment as-tu pu? Tu sais ce que ça peut me coûter? Mes investisseurs sont conservateurs. Sophie, tremblante, défendit son choix, c'est ma vie. Pas la tienne. Je ne veux pas vivre comme toi. Dans l'ombre. La dispute marqua un point de non-retour. Camille, blessée dans son ego, menaça de couper les fonds pour les études de Sophie. Si tu choisis cette voie, tu le fais sans moi. Sophie, les yeux emplis de larmes, quitta l'appartement, emportant seulement ses vêtements. Elle s'installa chez Laura, dans un petit studio du quartier latin, où l'amour fleurissait mais la précarité guettait. Les mois suivants furent un mélange de joie et de souffrance. Avec Laura, Sophie découvrit la liberté, des promenades main dans la main, des discussions passionnées sur l'égalité. Mais financièrement, c'était dur. Sophie travailla comme serveuse, abandonnant temporairement ses études. Laura, activiste à temps plein, gagnait peu. Elle se disputait souvent sur l'argent, sur les sacrifices. Est-ce que ça en vaut la peine, se demandait Sophie la nuit, repensant à la vie confortable avec Camille. Pendant ce temps, Camille luttait avec ses démons. Seule dans son appartement vide, elle repensait à son propre rejet familial. À 20 ans, elle avait aimé une femme nommée Isabelle, mais sa famille l'avait déshéritée. Pour survivre, elle avait épousé un homme riche, divorcé rapidement, et construit son empire en niant son orientation. Sauver Sophie avait été une rédemption. Mais maintenant, elle se sentait trahie. J'ai tout donné pour elle, murmurait-elle à son reflet. Camille décida de contre-attaquer. Elle contacta la famille biologique de Sophie, espérant les rallier pour la ramener à la raison. La mère de Sophie, toujours amère, accepta une rencontre. À Lyon, Camille exposa les dangers de la vie de Sophie, l'activisme, la pauvreté. La mère, influencée, envoya une lettre à Sophie, « Reviens. On peut pardonner si tu changes. » Sophie reçut la lettre comme un coup de poignard. Elle confronta Camille par téléphone, « Comment oses-tu impliquer ma famille? C'est de la manipulation ?» Camille, défensive, répondit, « Je fais ça pour ton bien. » Laura te détruit. Sophie raccrocha. Furieuse. Mais le doute s'insinua. Était-ce vraiment pour son bien? Ou Camille projetait-elle ses propres peurs? Laura, apprenant l'incident, encouragea Sophie à couper les ponts. Elle te contrôle.
Sophie. C'est toxique. Mais Sophie hésitait. Camille avait été sa sauveuse, la rejeter complètement semblait ingrat. Cette ambivalence créa des tensions avec Laura. Choisis, dit Laura un soir, après une dispute. Moi ou elle. Sophie choisit Laura. Mais le prix fut élevé. Elle ignora les appels de Camille, se concentrant sur sa relation. Elles organisèrent une petite cérémonie symbolique avec des amis, célébrant leur amour. Pour la première fois, Sophie se sentit entière. Pourtant, la société n'était pas clémente. Des commentaires homophobes en ligne, des regards hostiles dans la rue, rappelaient l'équine. Un jour, Sophie reçut un appel d'urgence. Camille avait eu un accident de voiture. À l'hôpital, Sophie trouva Camille affaiblie, branchée à des machines. « Je suis désolée », murmura Camille en voyant Sophie. « J'ai eu peur de te perdre comme j'ai perdu Isabelle. » Sophie, émue, prit sa main. Elles parlèrent enfin ouvertement, des regrets, des peurs. Camille avoua qu'elle enviait la liberté de Sophie. La réconciliation fut fragile. Camille promit de changer, de soutenir Sophie. Mais en sortant de l'hôpital, Sophie se demanda si c'était sincère ou une nouvelle manipulation. Laura, jalouse de cette proximité, posa un ultimatum: si tu retournes vers elle, c'est fini. Sophie se trouva face à un choix déchirant, l'amour passionné avec Laura, ou la stabilité avec Camille, qui représentait à la fois famille et trahison. Elle opta pour un équilibre précaire, voyant Camille occasionnellement, mais cela alimenta les suspicions de Laura. Les fissures dans la relation avec Laura s'élargirent. Après l'accident de Camille, Sophie passa plus de temps à l'hôpital, aidant à la rééducation. Laura, sentant l'éloignement, devint possessive. « Elle te manipule encore ?» accusait-elle. Sophie, épuisée, défendait Camille: « Elle change. » Laura, elle m'a sauvée quand j'étais enfant. Les disputes devinrent quotidiennes, transformant leur amour en champ de bataille. Camille, de son côté, exploitait subtilement la situation. Elle offrit à Sophie un emploi dans son entreprise pour t'aider financièrement. Sophie accepta, voyant une opportunité de reprendre ses études. Mais travailler avec Camille raviva les vieux conflits. Camille critiquait ouvertement l'activisme de Laura: « Ça ne mène nulle part, sauf à la pauvreté. » Sophie, déchirée, se taisait, mais intérieurement, elle questionnait ses choix. Un soir, lors d'une gala organisée par Camille, Sophie y assista avec Laura comme invitée. L'atmosphère était tendue. Camille, charmante en public, ignora Laura ostensiblement. Laura, frustrée, confronta Sophie: « Regarde-la. Elle te traite comme une possession. » Sophie, embarrassée, essaya de calmer les choses. Mais Laura partit en claquant la porte. La poursuite mena à une révélation choc. Dans la rue, Laura avoua: « J'ai vu des messages sur ton téléphone. » Camille t'envoie des cœurs? C'est quoi ça? Sophie, stupéfaite, expliqua que c'étaient des messages innocents,
Mais le doute était semé. En rentrant, elle confronta Camille. « Qu'est-ce que tu joues ?» Camille, les yeux baissés, confessa. « Je t'aime. » Sophie. Pas comme une fille. Mais. Plus. Depuis des années. Le choc fut immense. Sophie recula. Horrifiée. Camille, sa sauveuse, avait des sentiments romantiques? Cela expliquait tout, la possessivité, les manipulations. « C'est pour ça que tu m'as aidé ?» demanda Sophie. La voix brisée. Camille nia. « Non. Au début c'était de la compassion. Mais en te voyant grandir. » Sophie quitta la pièce. Nauséeuse. Elle raconta tout à Laura, espérant du soutien. Mais Laura explosa. « Je le savais. Elle est toxique. Et toi? Tu l'as laissé faire. » La dispute dégénéra en accusation mutuelle. Laura reprocha à Sophie son indécision. Sophie accusa Laura de jalousie irrationnelle. Elles se séparèrent cette nuit-là, Laura claquant la porte du studio. Seule, Sophie erra dans Paris, repensant à son parcours. Du rejet familial à 12 ans, à cette trahison complexe. Était-ce le destin des lesbiennes dans une société intolérante? Elle appela sa mère biologique, cherchant des réponses. La conversation fut froide. « Tu as choisi ce chemin. Assume. » Pas de pardon. Pas de compréhension. Sophie décida de confronter Camille une dernière fois. À l'hôpital, elle posa les questions qui brûlaient. « As-tu profité de moi ?» Camille, larmes aux yeux, raconta son histoire complète, abusée dans son enfance. Rejetée pour son orientation, elle avait vu en Sophie une version d'elle-même à sauver. Les sentiments étaient nés plus tard, non réciproques. « Je n'ai jamais rien tenté ?» jura-t-elle. Sophie, confuse, pardonna partiellement, mais coupa les ponts professionnels. Réconciliées temporairement avec Laura, elles essayèrent de reconstruire. Mais les cicatrices persistaient. Laura devint distante, Sophie paranoïaque. Un jour, Sophie découvrit que Laura avait flirté avec une autre activiste lors d'une manifestation. La confrontation fut violente. « Tu me reproches Camille. Mais toi. » Laura admit. « J'étais seule pendant que tu étais avec elle. » La trahison brisa Sophie. Elle quitta Laura, s'installant seule dans un petit appartement, travaillant comme professeure particulière. Pour la première fois, elle était indépendante, mais la solitude la hantait. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, partageant son histoire, trouvant du réconfort dans les expériences similaires. Camille, guérie, tenta de se racheter. Elle fit un don anonyme à une association LGBT et envoya une lettre d'excuse à Sophie. « J'ai compris mes erreurs. Vis ta vie. » Sophie, touchée, accepta une rencontre neutre. Elles parlèrent comme des égales, reconnaissant les dommages mutuels. Pourtant, la société continuait à peser. Des lois progressistes existaient, mais les mentalités changeaient lentement. Sophie milita plus activement, écrivant des articles sur les pressions familiales et sociétales. Son premier essai, publié dans un magazine, attira l'attention et les critiques.
Des trolls en ligne l'insultèrent, ravivant ses traumas. La notoriété croissante de Sophie attira des alliés et des ennemis. Elle devint une voix pour les jeunes LGBT rejetés, donnant des conférences. Laura, voyant cela, tenta une réconciliation. Elles se retrouvèrent dans un café, les yeux emplis de regrets. J'ai eu tort de te pousser, admit Laura. Sophie, prudente, répondit, et moi de ne pas choisir clairement. Elles décidèrent d'essayer à nouveau, plus matures. Mais Camille réapparut, annonçant qu'elle sortait du placard publiquement. Dans une interview choc, elle révéla son orientation, risquant son empire. Inspirée par une jeune femme que j'ai aidée, dit-elle sans nommer Sophie. Les médias s'emballèrent, admiration pour certains, scandale pour d'autres. Camille perdit des contrats, mais gagna en liberté. Sophie, impressionnée, contacta Camille. Pourquoi maintenant? Camille sourit, parce que tu m'as montré le chemin. Le prix est élevé, mais la paix intérieure en vaut la peine. Cette révélation renforça Sophie, mais compliqua sa relation avec Laura, qui voyait Camille comme une rivale. Un conflit majeur éclata quand la famille de Sophie refit surface. Sa mère, influencée par les médias sur Camille, contacta Sophie, peut-être qu'on s'est trompé. Viens nous voir. Sophie, hésitante, accepta une visite à Lyon. Là, elle affronta ses parents, le père silencieux, la mère repentante. On a eu peur pour toi, dirent-ils. Sophie, forte, répondit, la peur n'excuse pas le rejet. La visite tourna au vinaigre quand ils critiquèrent son mode de vie. Choisis un chemin normal, implora la mère. Sophie partit, renforcée dans sa conviction. De retour à Paris, elle partagea avec Laura. Mais Laura minimisa, oublie-les. Sophie sentit un décalage, Laura, issue d'une famille supportive, ne comprenait pas pleinement. La tension culmina lors d'une manifestation où Sophie fut arrêtée pour désobéissance civile. En prison une nuit, elle réfléchit à ses choix, l'amour, la famille, l'identité. Libérée, elle trouva Laura et Camille l'attendant ensemble, une alliance inattendue. On s'inquiétait, dirent-elles. Cette unité forcée mena à une discussion à trois. Camille s'excusa pour ses sentiments passés. Laura admit sa jalousie. Sophie, au centre, réalisa que ses relations étaient entrelacées par le trauma. Elle choisit de pardonner, mais posa des limites. Les mois suivants virent des changements. Sophie et Laura se fiancèrent symboliquement, planifiant un avenir. Camille, openly lesbienne, rebuild son entreprise avec des partenaires progressistes. Sophie reprit ses études, équilibrant militantisme et vie personnelle. Pourtant, un twist final approcha. Sophie découvrit que Camille avait secrètement aidé Laura financièrement pendant leur séparation. Pourquoi, demanda-t-elle. Camille avoua, pour que tu sois heureuse. Même sans moi. Cela raviva la confiance. Mais Laura se sentit trahie, elle nous manipule encore. La confrontation finale eut lieu dans l'appartement de Camille. Laura accusa. Camille se défendit. Sophie médiatisa.
Arrêtez, cria-t-elle. Nous avons toutes fait des erreurs. Le vrai ennemi est la société qui nous force à ses choix. La résolution fut amère douce. Sophie, épuisée par les conflits, décida de prendre du recul. Elle partit en voyage sola, visitant des villes françaises, réfléchissant à son identité. À Bordeaux, elle rencontra des communautés LGBT inclusives, renforçant sa résilience. De retour, elle choisit Laura. Mais avec des conditions, thérapie de couple pour guérir les blessures. Camille, respectant cela, s'éloigna, se concentrant sur sa propre vie. Elle trouva une partenaire, vivant enfin authentiquement. Sophie publia un livre sur son histoire, anonymisant les noms, mais exposant les vérités crues, le rejet familial, les manipulations émotionnelles, les choix moraux ambigus. Le livre provoqua des débats. Était-ce juste de pardonner à ceux qui nous ont blessés? Les critiques fusèrent, mais aussi les soutiens. Dans sa vie quotidienne, Sophie affronta les répercussions sociétales. Des amis la quittèrent, des opportunités professionnelles se fermèrent, mais elle gagna en authenticité. Avec Laura, elles adoptèrent un mode de vie simple, militant pour les droits, élevant la voix pour les invisibles. Pourtant, les doutes persistaient. Sophie se demandait si elle avait fait les bons choix, rejeter sa famille biologique, pardonner Camille, persister avec Laura malgré les trahisons. La société évoluait, avec des lois protégeant les LGBT. Mais les cœurs changeaient lentement. À la fin, Sophie se tint sur un pont de la Seine, regardant les lumières de Paris. Elle avait payé cher pour sa vérité, solitude, pauvreté temporaire, cœur brisé. Mais la liberté en valait-elle le prix? Était-il juste de pardonner à ceux qui nous rejettent pour qui nous sommes? Ou le vrai courage réside-t-il dans la coupure définitive?